tous, bienvenue. C'est un nouveau numéro du magazine Afrique sur i24 News, un magazine qui sera entièrement consacré cette semaine à l'un des plus jeunes pays de la planète, situé en Afrique de l'Est, c'est la République du Soudan du Sud. C'est parti. Et on vous montrera tout d'abord comment un vaste projet agricole israélien a permis de redynamiser ce secteur vital pour ce pays, mais il rencontre néanmoins quelques difficultés. Aujourd'hui, on vous expliquera lesquelles. Et puis c'est un personnage assez emblématique justement du Soudan du Sud, c'est son président Salva Kiir, reconnaissable à son chapeau. Il a accepté de répondre aux questions de Mathias Sinbar. Pour i24 News, vous écouterez cet entretien assez décapant. Alors, gros plan donc cette semaine sur la République du Soudan du Sud, un pays indépendant depuis seulement 2011, qui a été ravagé par plusieurs années de guerre civile et dont la capitale Djouba, vous la voyez apparaître à l'écran sur cette carte, est donc la ville principale de ce pays. On va voir justement comment se décompose le Soudan du Sud. D'abord une population de 12 millions d'habitants, ce qui n'est pas beaucoup pour un pays d'Afrique. Vous voyez également que le revenu par habitant est seulement de 1440 $ annuels, ce qui en fait l'un des pays les plus pauvres de la planète. Le pétrole est évidemment une richesse, mais qui n'est pas exploitée peut-être encore totalement. L'agriculture aussi est très importante, on va le voir dans un instant. Et puis le christianisme, car c'est un peu ce qui a causé cette guerre avec le Nord, entre les musulmans au Nord et les chrétiens au Sud. Le christianisme reste la religion principale, même si les animistes sont également très présents dans cette République du Soudan du Sud. Alors ce pays est devenu très rapidement un allié d'Israël. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Et justement, un vaste projet agricole dirigé par un Israélien est censé permettre de développer l'agriculture moderne dans ce pays encore très pauvre, comme on vient de le voir. C'est le premier reportage réalisé par nos envoyés spéciaux sur place au Soudan du Sud, Mathias Sinbar et Michael Plutchok. Un territoire aussi grand que la France, 30 fois la superficie d'Israël et seulement 12,5 millions environ d'habitants. Le Soudan du Sud est le plus jeune pays reconnu au monde, devenu indépendant en 2011 et l'un des plus pauvres surtout. 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Cela signifie que tout ce qui est simple et facile dans d'autres endroits, c'est ici difficile, cher et compliqué. Il n'y a pas d'électricité, il faut se servir de générateurs, il n'y a pas ou très peu de routes, pas de champs, c'est-à-dire qu'il faut débroussailler la jungle avant de pouvoir travailler la terre. Pas d'infrastructure. Pourquoi sommes-nous là? Parce qu'ici, ils ont besoin de nous. Entre 2011 et 2016, aucun projet agricole n'avait été pensé, encore moins réalisé. Le jeune État sud-soudanais se tourne alors vers Israël Ziv, ancien général de l'armée israélienne. Son objectif, atteindre 80% des besoins agricoles du pays via son projet Green Horizon. Quand je suis arrivé en avril 2017, il n'y avait rien ici. Et pour ce faire, le général Ziv fait appel à un expert agricole. Yoash connaît bien le terrain, il a déjà passé 3 ans en Éthiopie, Tanzanie, Angola. Sauf que dans ce cas, il lui fallait donc partir de zéro. Nous sommes partis de zéro. C'était la jungle ici. Des arbres fouillis, une terre qui n'avait jamais été traitée. On a coupé les arbres, la terre, toutes sortes d'opérations. On transforme une jungle en champ que l'on peut cultiver. Il n'y a pas plusieurs occasions dans une vie de partir de zéro et voir 1 ou 2 ans plus tard que tout a fleuri. Il a fallu pour cela tirer 2,5 km de tuyaux d'irrigation depuis le Nil. Et surtout, appliquer une technique qui a fait ses preuves en Israël et qui s'exporte donc dans le monde, le fameux goutte à goutte. Il est très difficile de penser agriculture au Soudan du Sud. Il n'y avait rien ici. Tout devait être importé, tout devait être pensé de zéro. Ce n'est pas simple, mais c'est un projet que l'on gère au jour le jour. C'est pour ce pays l'occasion d'avoir un meilleur avenir. L'objectif pour cet agriculteur, c'est de faire en sorte que les agronomes locaux puissent être indépendants d'ici 4 mois, voire 1 an. Une transmission de savoir qui s'applique à tous les domaines. Du choix des bons produits, ici les oignons, l'un des légumes préférés des Sud-Soudanais, à l'une des opérations les plus simples, être capable de conduire et de manier des tracteurs.
Demandez aux Sud-Soudanais ce qu'ils pensent quand ils voient ça et n'y croient pas. Difficile d'expliquer et d'y croire. C'est la seule plantation de bananes du pays. C'est la seule plantation commerciale du pays. Nous sommes justement allés à la rencontre du responsable de cette plantation de bananes. Ce jeune ingénieur agronome se compare aisément aux pionniers israéliens. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est assurer un meilleur futur à nos enfants, qu'ils disposent d'un meilleur avenir, d'une meilleure vie, d'un meilleur pays. Cette banane a été importée d'Israël. Cette plantation derrière moi se nomme Eddy. Nous en avons 4, William, Yafa et Gali. Elles ont toutes été importées d'Israël. Quand le système d'irrigation était emmené d'Israël, des techniciens israéliens sont venus ici pour que nous l'installions ensemble. Ils nous ont formés pour que l'on puisse le faire fonctionner à leur départ, de savoir quelle vanne ouvrir et quelle vanne fermer, quelle quantité d'eau attribuer à quel champ. Théodore Herzl, l'un des visionnaires de l'État juif, disait que rien ne pouvait s'opposer à la volonté. Un rêve agricole made in Israël, devenu réalité au Sud-Soudan. Voilà donc pour ce premier reportage que vous avez réalisé, Mathias Inmar, bonsoir, de retour du Soudan du Sud. Alors ce qui peut étonner en voyant ce sujet, c'est de se dire finalement il n'y a qu'un seul grand projet agricole pour un pays, ça paraît peu. Ça paraît peu et en même temps c'est assez extraordinaire parce qu'il y a tout au Sud-Soudan. Le temps est quand même plutôt tropical, donc il y a énormément de pluie. La terre est ultra fertile et pourtant personne, il n'y avait pas ce savoir-faire, cette connaissance de comment travailler la terre, parce que finalement lorsque les gens passent leur temps à se battre et à se faire la guerre, eh bien on ne pense pas à ce qui permet finalement de vivre, c'est-à-dire l'agriculture en premier lieu. Et c'est pour ça que je leur pose à chaque fois la question, est-ce que vous vous sentez peut-être comme des pionniers? Et la réponse à chaque fois est oui, on se sent comme des pionniers finalement, comme les Israéliens de 1948. Alors il y a beaucoup d'espoir évidemment quand on voit ce reportage, et en même temps on va le voir dans les reportages qui vont suivre, Mathias, vous avez rencontré aussi beaucoup d'inquiétudes parce que cet Israélien qui amène ces projets a des soucis à l'international, on va dire, et ça se répercute au Soudan du Sud. Exactement, parce que Israël Ziv, c'est un ancien général, on va faire très court, qui est accusé par les Nations Unies dans une enquête administrative. Qui dit enquête administrative dit qu'on ne peut pas avoir accès aux preuves. J'ai moi-même demandé au Trésor américain des preuves, et bien pour l'instant il ne m'en donne pas, fin d'en recevoir. Et finalement, à cause du fait qu'il soit accusé d'avoir signé un deal de 150 millions de dollars d'armes légères, ça fait beaucoup, hein, c'est à peu près 300 camions. Personne n'en a vu d'ailleurs l'existence de ces 300 camions. Eh bien le projet est à l'arrêt parce que les banques israéliennes ont peur de l'administration américaine et lui ont bloqué, écoutez bien, la somme de 25 millions de dollars qui a été allouée non pas par ses propres deniers mais par le gouvernement sud-soudanais. Donc pour l'instant, le projet est à l'arrêt. Alors, on va dire que justement, il y a eu un appel il y a quelques jours du président sud-soudanais à Israël parce qu'il y a des liens très proches, et on va expliquer pourquoi avec vous, Mathias, entre ce pays et Israël. Oui, le président a demandé clairement à Benjamin Netanyahou de demander aux États-Unis la chose suivante. Si Israël Ziv est coupable, eh bien, arrêtez-le. S'il n'est pas coupable, arrêtez de nous embêter parce qu'en attendant, le seul projet agricole de mon pays n'existe pas, est à l'arrêt. Alors, pourquoi c'est intéressant pour Israël? C'est le premier pays d'ailleurs, l'un des premiers pays Israël à avoir reconnu l'indépendance du Sud-Soudan en 2011, parce que juste au-dessus, dans le nord, il y a le Soudan du Nord. Et on sait qu'Omar al-Béchir a suivi le vent insufflé par l'époque, ça remonte quasiment à Kadhafi, de cet anti-israélinisme dans cette région d'Afrique. Et donc pour Israël, c'était hyper intéressant parce que ça permettait, et on l'a vu, grâce à l'influence d'Israël au Sud-Soudan, le Soudan du Nord s'est peu à peu retiré de la cause iranienne et s'est rapproché des Saoudiens et donc des États-Unis. Alors, on va voir dans un instant les autres reportages que vous avez réalisés et les difficultés donc concrètes que rencontrent maintenant ces fermiers du Soudan du Sud. Quelle impression repartent avec vous de ce voyage? Parce que c'est évidemment un dépaysement total quand on va dans un pays tel que celui-là. Une claque, tout simplement une claque. C'est le quart-monde. Ce sont des enfants qui n'ont rien. Je garderai peut-être un souvenir de cet enfant, vous allez le voir dans pas longtemps, dans cette clinique, qui pleure. Vous êtes père, je suis père, et quand on entend le pleur d'un enfant, on ne peut pas rester véritablement immobile face à cette détresse. Ils n'ont rien et pourtant ils ne se plaignent pas. Et c'est ça qui ressort finalement. Ce sont des gens qui veulent
veulent avoir, et s'ils n'ont pas, c'est pas grave, on continue de vivre. Voilà, donc pour effectivement ces impressions d'un voyage dans un pays, on l'a dit, considéré comme l'un des plus pauvres de la planète. Mathias Inbar, merci. On va voir justement les soucis que rencontre donc ce projet agricole dont on vient de voir eh bien, les réalisations, parce qu'il y a ces problèmes qui touchent donc eh bien, cet homme d'affaires, ancien militaire israélien, Israël Ziv. C'est le deuxième reportage que vous avez réalisé sur place, Mathias Inbar. Merci. Une simple opération de tri et de peser des légumes. Une production qui plus est made in Soudan du Sud. On parle ici de mini-révolution agricole. Les prix ont été réduits. Vous savez, les produits étaient importés d'Ouganda et les prix étaient très élevés. Prenez par exemple les aubergines. On pouvait les acheter entre 3 et 4 000 pounds soudanais. Aujourd'hui, on peut les avoir à 1 500. Nos produits sont achetés aussi par les hôtels, les supermarchés, etc. La plupart des produits sont emmenés pour être vendus sur les marchés locaux, mais certaines personnes viennent ici pour les acheter directement. Les graines de ces aubergines ont été plantées il y a 3 mois. Une fierté pour ces agriculteurs, mais le jour de notre tournage, le moral n'est pas à la fête. Ils viennent d'apprendre que les responsables du projet Green Horizon vont devoir à nouveau réduire les effectifs. Un salaire peut nourrir au moins une dizaine de personnes dans une même famille. Vous savez, nous avons des familles très nombreuses au Sud-Soudan. De nombreuses personnes souffrent depuis que les sanctions ont été imposées. À partir du moment où l'employé qui prend en charge la famille est licencié, c'est toute la famille qui souffre. En cause, les sanctions imposées par le Trésor américain et appliquées à la lettre par les banques israéliennes contre Israël Ziv, ancien général israélien et directeur du projet suspecté d'avoir vendu pour 150 millions de dollars d'armes légères au Sud-Soudan. Le général Ziv ne parvient pas à trouver les fonds nécessaires pour maintenir à plein régime l'activité de ses fermes. Ils auraient dû penser aux personnes au Sud-Soudan plutôt qu'aux managers du projet. Parce qu'à partir du moment où ils sanctionnent des directeurs de ce projet, cela affecte les employés, tous les habitants du pays, en clair, les familles de ces employés. Tout s'est obscurci. Il n'y a rien à faire pour ceux qui ont perdu leurs emplois. Il n'y a pas d'autre travail pour eux. Ce pont s'est légèrement affaissé à cause des pluies torrentielles. Il a plu au moins 400 mm ces derniers jours. Ces champs d'oignons ont aussi été endommagés. Il y aurait 15 000 $ de pertes sèches. Dans les faits, il y a moins d'employés, alors la production d'oignons a baissé. En moyenne, de 20 à 30 tonnes par jour. Le besoin des locaux, lui, est de 70 tonnes d'oignons par jour. Un besoin vital pour leur survie, affirme cette vendeuse. Au moins 500 personnes ont été licenciées. C'est le désordre total dans les serres à cause des sanctions. Cela n'affecte pas que ma famille, mais toute une nation. L'agriculture est le cœur de notre pays. Elle répond aux besoins primaires de notre quotidien. Ce qu'ils font avec leurs sanctions, ce n'est pas bien. Nous sommes des êtres humains. Il faut qu'ils aient de l'humanisme envers nous. Ce projet est humanitaire. Nous souffrons de famine. Nous n'avons rien à manger. Il n'y avait rien ici avant. Si les langues se délient devant nos caméras, la plupart d'entre eux ne se plaignent pas et préfèrent se rattacher à ce qu'ils ont, même s'ils le savent. Si le premier projet agricole du pays devait s'arrêter, c'est tout leur quotidien qui devrait en pâtir. Alors on va voir à présent un autre exemple des réalisations de ce projet Horizon Vert, Green Horizon, cette fois en coopération avec le Canada. C'est une ferme qui est dotée également d'une clinique médicale, le tout en pleine zone rurale. Mais là aussi, les contre-coups des sanctions se font sentir. Reportage Mathias Inbar, Michael Plutchok. Des drapeaux canadiens, israéliens et sud-soudanais. Bienvenue dans le projet agricole et humanitaire, conjointement dirigé par une ONG canadienne, CEDAS, et les Israéliens de Green Horizon, dirigé par l'ancien général israélien Israël Ziv. La ferme est située à 25 km de la capitale, Djouba. Mais nous allons rouler pendant plus d'1 heure pour atteindre notre destination. Et une fois sur place, c'est comme si le temps s'était arrêté. L'activité est au ralenti due aux sanctions qui pèsent sur le général Ziv. Les tracteurs et autres moissonneuses sont à l'arrêt. Les pivots, eux, ont cessé de fonctionner. Ils étaient pourtant en plein régime jusqu'en mars dernier. Chacun d'entre eux coûte 70 000 $. 400 000 $ en tout ont été investis. Système d'irrigation, pompes, tuyaux.
Je pense à ces pauvres gens, ils n'ont pas d'autres options, ils n'ont pas d'autre choix. On leur a enfin donné un peu d'espoir, un peu d'argent et le projet est à l'arrêt. Malgré tout l'investissement qui a été réalisé ici, ça nous crève le cœur. Ces routes sont pourtant censées être entretenues par les Nations Unies. Sur le terrain, rien, ou presque, n'est fait. Une réparation cosmétique, nous disent les locaux. Car dès qu'il pleut, ce chemin de terre devient chaotique. Il suffit de laisser parler les images. Impossible de stabiliser notre caméra. Et puis, au milieu de cette jungle, une clinique. Nous pratiquons ici des consultations, nous émettons les premiers diagnostics de base et nous traitons ainsi les maladies traditionnelles dans la région. Il s'agit alors de la seule clinique dans le secteur, hormis celle de Djouba, la capitale, dans un rayon de 25 km. Nous traitons en règle générale 3 types de maladies. La malaria, les infections virales liées aux arthropodes, fièvre jaune, dysenterie, hépatite et des maladies de la peau. Mais je n'oublie pas non plus les maladies liées à l'eau non potable, des problèmes d'hypertension chez les personnes âgées. Alors pour faire face à ces maladies, la pharmacie locale est dans la clinique. Ici, on répertorie les médicaments, on mesure les doses et on répond surtout aux plus urgents. Dans une pièce attenante, une femme est sur le point d'accoucher. Pour respecter son intimité, on nous demande de ne pas filmer la salle de travail. Mais on nous dit que le respect des règles d'hygiène est particulièrement complexe dans ces conditions. À l'extérieur, la collecte d'eau potable devient presque un jeu. Devant ce qui a été réquisitionné par les enfants comme terrain de football. Nous avons d'ailleurs profité de l'occasion pour taper la balle avec eux et même marquer. Ce projet, c'est permettre à nos anciens de pouvoir travailler et ramener de l'argent pour nourrir nos familles. Car au-delà des projets déjà aboutis, il faut d'ores et déjà regarder vers l'avenir. Car il n'y a rien ou presque dans un périmètre de 30 km. Nous devons faire plus d'efforts au niveau de l'assistance humanitaire. Dans le traitement de l'eau potable, c'est un projet qui est en cours. Il va falloir également créer un orphelinat. Vous savez, notre pays a traversé des années de guerre. Tous ces enfants ont perdu leurs parents. Ça fait partie de notre vision pour l'avenir. L'avenir pour cette ONG canadienne et ce projet israélien Green Horizon, c'est donc l'hygiène, l'agriculture, mais c'est aussi l'éducation. Car, comme on dit en Israël, un bon professeur, c'est pour toute la vie. Alors dans un instant, vous verrez d'ailleurs l'entretien exclusif qu'a accordé le président Salva Kiir, le président du Sud-Soudan à i24 News. Mais d'abord, quelle est la situation géopolitique de ce pays aujourd'hui qui ne s'est pas encore remis de ses blessures liées à la guerre civile? Mathias Silbar. Plusieurs mois sans violence, c'est suffisamment rare pour être souligné au Soudan du Sud, pays ravagé par la guerre civile entre les clans. Car depuis son indépendance en 2011, le pays a connu au moins 3 guerres civiles, entre les Dinka, ethnie majoritaire du président Salva Kiir, et de l'autre, les Nuers, ethnie de Riek Machar. L'un des conflits internes les plus meurtriers de la région, plus de 380 000 morts depuis 2013. Alors forcément, l'armée régulière est omniprésente dans les rues de Djouba, la capitale, prête à enrayer toute levée des tensions entre les clans. La situation politique y est actuellement tendue, car l'accord de paix ratifié par le président Kiir le 12 septembre 2018, sous l'égide de son voisin du Nord, n'a toujours pas été honoré par son vice-président Riek Machar. S'il aurait dû rentrer dans son pays en mai dernier, il laisse planer encore le risque d'une énième flambée de violence au Soudan du Sud. Alors pour faire mieux connaissance justement avec ce président qui tient à préserver son image avec ce chapeau qui l'accompagne tout le temps, eh bien Salva Kiir a accepté de répondre aux questions d'i24 News à Djouba, la capitale. Mathias Silbar et Michael Plutchuk, entretien exclusif pour Afrique. Bonjour Monsieur le Président du Soudan du Sud. Merci infiniment de me recevoir ici dans votre résidence et de répondre à mes questions. Et j'aimerais que nous parlions de l'accord de paix qui a été mis en place à la fin de l'année dernière. Il semblerait que l'ancien vice-président Riek Machar ait rejeté ce plan de paix et pourtant,
C'était pendant l'effondrement du gouvernement de Khartoum. Ma question est donc la suivante. Qu'en est-il aujourd'hui de cet accord de paix? Merci beaucoup. Je ne crois pas que Riek Machar ait rejeté l'accord. Ce qu'il s'est passé, c'est que la période de transition est arrivée à son terme, mais tous les projets n'ont pas abouti. Donc, il a demandé un délai de 6 mois supplémentaires. Sachant qu'il a fait cette demande en mai, cela nous conduira à novembre. Une fois ce laps de temps écoulé, nous verrons s'il pose d'autres conditions ou s'il accepte la réalité de la situation. Et là, il viendra et nous formerons le gouvernement. Est-ce que l'effondrement de Khartoum influence l'accord de paix? Pas du tout. La situation au Soudan est différente de la nôtre. Nous ne savons pas encore ce que cet accord nous offrira ou non. Il n'est pas encore prêt. Mais vous savez que le Soudan est entouré par 7 autres pays, dont le Soudan du Sud. Et si la situation se détériore au Soudan, c'est toute la région qui s'en trouvera affectée. Donc, la chute du gouvernement de Khartoum va avoir des répercussions sur tout le monde. Qu'en est-il de vos voisins comme l'Éthiopie, le Kenya et l'Ouganda? Est-ce que vos relations sont restées intactes? Ce sont nos voisins, nous n'avons aucun problème avec eux. Ils sont responsables de l'accord de paix que nous avons signé. Le Premier ministre éthiopien nous demande toujours ce que nous faisons. Ils sont tous de notre côté. Avec votre permission, je vais revenir sur le fait que le gouvernement de Khartoum s'est effondré et que nous connaissons la nature exacte des relations entre Khartoum, les États-Unis et l'Union européenne. Est-ce que vous pensez que maintenant, ils vont avoir une approche différente avec vous? Je ne répondrai pas à cette question car je n'ai pas la légitimité pour m'exprimer au nom du Soudan ou de l'Amérique. Donc c'est à eux de reprendre leurs relations. Moi, je n'interférerai pas. Mais quelle est la nature de vos relations avec les États-Unis? Nous avons des relations. En parlant de votre situation, aussi bien de votre situation personnelle que la situation économique de votre pays, avez-vous reçu des demandes d'investisseurs nationaux ou étrangers au cours de ces derniers mois? Je n'ai reçu de demande d'aucun pays, mais ce sont la paix et la stabilité d'un État qui attirent les investisseurs. Si ces deux valeurs règnent dans notre pays, alors il est certain que les investisseurs viendront. Parce que nous avons des minéraux qui peuvent potentiellement attirer les investisseurs. Les ressources que nous possédons sont gigantesques. Mais comment imposer la stabilité et la sécurité dans votre pays? If you follow what is supposed to be implemented. J'ignore comment ça s'impose, mais il faut exécuter ce qui doit être mis en place, à commencer par les accords de sécurité. Ils doivent être mis en œuvre. Et si cela est fait correctement, alors il y aura la paix automatiquement. On n'impose pas la paix par la force. Et qu'en est-il d'Israël, votre Excellence? Quelles sont vos relations avec Israël, sa technologie et son expertise? Nous entretenons de très bonnes relations avec Israël que nous souhaitons développer encore davantage. Le général Ziv a fondé l'entreprise Green Horizon qui gère des projets agricoles au Soudan du Sud et vous pouvez aller lui rendre visite dans les fermes où il travaille. Donc nous avons de bons rapports avec les Israéliens. Ils nous forment, il n'y a rien de plus à signaler. Oui, je me suis rendu dans les fermes de M. Ziv. J'ai vu la manière dont Green Horizon vient en aide aux individus, aux personnes et aide à guérir les maladies au sein des communautés. Mais à votre avis, pourquoi les États-Unis ont-ils imposé des sanctions à ce programme? Je l'ignore, mais ils ont dû avoir des soupçons et se dire qu'il ne s'agissait pas seulement de fermes agricoles. Peut-être qu'ils ont cru qu'Israël, avec qui nous entretenons de très bonnes relations depuis très longtemps, était impliqué dans notre guerre. Donc vous nous confirmez que c'est faux? Oui, c'est faux. Et le général Ziv n'a jamais rapporté ne serait-ce qu'une balle d'Israël.
Et si c'était le cas, vous seriez au courant? Pourquoi je ne le saurais pas? Je suis le président. J'aurais été au courant de tout. Donc c'était juste un concours de circonstances. Un rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies a établi qu'au cours de ces dernières années, il n'y a pas eu d'accord ni de transaction d'armes. Est-ce que vous pensez que c'est dû aux mesures américaines ou aux mesures internes que vous avez vous-même mises en place? Je ne veux pas parler de ça. Quand le Conseil de sécurité des Nations Unies vote ces résolutions, nous ne sommes pas les personnes ciblées et ce n'est pas à nous d'exprimer notre position. Donc, je n'ai rien à dire à ce sujet. Ma dernière question portera justement sur le projet du général Ziv. Et vous y avez plus ou moins déjà répondu. J'aimerais juste aller un peu plus loin. Si ce projet échoue, quelle sera la prochaine étape? Je ne suis pas chef de projet, c'est M. Ziv qui s'en occupe. Et il sait quoi faire en cas d'échec. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Voilà, et avant de se quitter, comme chaque semaine, rendez-vous sur la page Facebook i24 News du magazine Afrique pour laisser vos vidéos. Dites-nous d'où vous regardez Afrique sur le continent africain. Regardez. Bonjour, c'est M. Petro Ebembe, en République démocratique du Congo, province de l'Équateur, ville de Mbandaka. Je remercie toute l'équipe de i24 News Afrique. Et c'est une chaîne qui me tient toujours informé sur l'Israël. L'Israël, c'est mon deuxième état parce que je suis chrétien et que chaque fois que je lis la Bible, je me rappelle de l'Israël. Voilà, à votre tour de passer aussi dans le magazine Afrique avec vos messages vidéo. Merci évidemment à Mathias Inbar et Michael Pulchuk qui ont réalisé ces reportages étonnants au cœur du Soudan du Sud. Et évidemment, très bonne semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour Afrique. Salut!